l'Institut français. On accueille aujourd'hui un café numérique de Lomé qui nous a été proposé par Yves Cocory. Donc voilà, on est très heureux d'accueillir ce genre d'initiative. Ce café numérique qui rentre dans le cadre de Novembre numérique qui a commencé donc, en début de mois. On touche à la fin. Depuis le début de mois, il y a eu de nombreux ateliers pour les enfants, il y a eu un cycle de conférences, il y a eu le spectacle digital Vodou. À partir de demain, vous pourrez voir l'artiste graffeur togolais Sitou Matia qui va graffer le grand mur de la médiathèque par là. Et voilà, on a eu un programme assez riche, assez chargé. Donc voilà, on arrive à notre dernière conférence de ce cycle. Je vais laisser Yves prendre la parole pour présenter plus largement les cafés numériques. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence. Voilà. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Yves Cocory. Je suis journaliste spécialisé TIC entrepreneuriat et très présent sur cette question justement. Alors, les cafés numériques, c'est l'un des événements qu'on organise à Tech 228, le média que je gère avec mes collaborateurs. L'idée, c'est de réunir la communauté par chaque mois autour d'un thème précis lié à l'innovation et au numérique. Donc, les cafés, en fait, c'est un événement, nous avons pris un label, c'est un événement qui est organisé à Bruxelles. Alors, pour expliquer un peu les cafés, il faut remonter en 1681, où le concept est apparu avec les cafés littéraires, avec Diderot, Voltaire et puis Rousseau, qui organisaient des réflexions autour des sujets donnés. Maintenant, alors, les cafés sont nés en 2012. Le café numérique est né en 2012 en Belgique, où l'objectif, en fait, c'est de promouvoir les nouvelles technologies, l'innovation au plus grand nombre de personnes. C'est de démocratiser un peu le débat autour de l'innovation. Alors, le concept est simple et l'idée, c'est de sortir un peu des carcans de conférences où on vient et que c'est trop formel en fait. Donc, les cafés se tiennent un peu partout, dans les bars, dans les restaurants, dans les bibliothèques, dans les sociétés, dans les places publiques. Alors, où vous venez dans une atmosphère décontractée, vous parlez d'innovation, vous échangez un peu. Aujourd'hui, comme je le disais, les cafés sont dans plus de 20 villes dans le monde et sur 4 continents. Donc, c'est plus de 100 événements organisés chaque année et 1000 participants. Et l'équipe de Tech 228 a l'honneur en quelque sorte d'organiser le Café de Lomé depuis 2016. Nous sommes à notre 4e épisode, c'est par saison de 8 épisodes. Alors, ce soir, nous avons choisi un thème. Voilà. Application Made in Togo. Comment gagner le pari de la rentabilité? Alors, le constat est simple. L'idée d'organiser un café autour de ce thème remonte à notre dernier café sur comment réussir son événement à l'heure du numérique. Donc, lors des discussions, il y avait un participant qui a soulevé la question de la rentabilité en fait des différentes inventions et innovations en fait, applications, tout ce qu'il y a comme business autour des technologies numériques au Togo. Donc on s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas vraiment de modèle économique fiable derrière les applications créées au Togo. C'est même général un peu en Afrique, surtout en Afrique francophone. Donc on s'était dit pourquoi ne pas au prochain café numérique ouvrir le débat pour pouvoir trouver des pistes un peu de solutions, de voir ce qui bloque, ce qui peut apporter un plus, voilà, ouvrir le débat autour de la question. Et quand David m'a parlé du novembre numérique, on s'était dit que c'est peut-être une bonne occasion d'ouvrir ce débat-là
Donc on a proposé le café sous le thème comment gagner le pari de la rentabilité. Donc, et on a contacté trois professionnels du domaine. Je cite Emeka Adjene, le CEO de Gozem, l'application qui se positionne un peu comme le Uber des immigrants taureaux. Seti, qui n'est pas encore là, mais qui devrait arriver bientôt, qui est un développeur Java avec 7 années d'expérience et qui développe beaucoup d'applications. Et pour finir, Brice, Michael, qui a développé moi j'appelle une armée en fait d'applications qu'il a lancée en juin, si je ne me trompe pas. Donc, tout ça pour dire bienvenue au Café Numérique Lomé. Notre 4e épisode, un épisode qu'on espère sera riche comme les anciens. Je vais appeler les panélistes pour qu'on démarre. Merci. Je vais vous introduire de nom et vous laisser vous présenter un peu plus. Seti Afanou, Emeka et puis Michael Brice. Donc, je vais laisser Seti se présenter. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Seti Afanou, développeur d'application Java Android. Je suis le CEO de Digital Inspiration, une boîte spécialisée dans l'ingénierie logicielle. Je suis co-organisateur du GDG Lomé et puis responsable TIC Innovation de Kekelila. Kekelila qui est une association à but non lucratif qui promeut en fait l'intégration du numérique dans l'éducation. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Emeka Adjene. Je devrais commencer à dire, j'apprends le français, donc désolé pour mon mauvais français, mais j'ai l'équipe à Gozem. On est l'application des transports de Togo. On a lancé sur le App Store peut-être le 7 novembre, donc c'est disponible sur l'App Store maintenant. Tout le monde peut télécharger et faire le cours semi-jeune avec ça. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Michael Brice. Je suis le CEO de Ilunia, qui est une start-up en fait qui est dans le développement d'applications, développement de logiciels, etc. Tout service numérique, solution numérique en fait, mais dans ce domaine-là. D'accord. Alors, avant de continuer, je vais vous rappeler de parler un peu plus fort pour ceux qui sont un peu séparés. Je vais poser la première question à Seti. Alors Seti, dis-moi, toi qui as cette année d'expérience dans le domaine, qui développe des applications, qui forme, qui est consultant, comment définirais-tu une application pour commencer? Une application, c'est quoi? C'est une solution logicielle qu'on crée pour résoudre un problème donné au niveau côté utilisateur. Donc c'est juste pour automatiser des tâches de l'utilisateur. Voilà un peu. Logiciel pour répondre à un besoin de l'utilisateur. Ouais. C'est mon besoin. Ouais. Okay, d'accord. Alors, Brice. Oléo, Mila, Passafica. Qu'est-ce qui définit en fait cet engouement pour les applications? Oui, en fait, je sais parler. Oui, en fait, moi je suis togolais de mère, gabonais de père. J'ai été en France, j'ai été formé en France. Et c'est vrai qu'à la fin de mes études, on
on a fini, on devait partir. Et moi j'ai dit je vais rester là-bas parce que je vois pas pourquoi je vais rentrer au Togo. Et il y a un de mes profs qui m'a dit mais tu es sérieux? Je dis oui, je suis sérieux, je vais rentrer. Et il m'a dit mais c'est pas normal parce que en Afrique, un Africain a au moins 2 ou 3 téléphones. Et en Europe, c'est le contraire. On a même du mal des fois à s'en servir de son seul téléphone. Donc du coup, il m'a dit la solution c'est de rentrer en Afrique. D'abord, c'est de rentrer en Afrique et d'essayer d'apporter justement ce que j'ai appris. J'ai dit ouais, il avait raison. Donc quand je suis arrivé au Togo, le paysage, franchement, je peux vous dire, francophone, surtout togolais, est vraiment dit en matière de solutions numériques. Donc je me suis dit, je vais me mettre dedans et essayer d'apporter des solutions. Comme M. Seti l'a dit tout à l'heure, les applications en fait c'est d'apporter des solutions à des problèmes et essayer de faciliter justement. C'est de faciliter en fait ce qu'on faisait déjà avant. Une application en fait c'est ça, ça facilite ce qu'on faisait déjà avant, voilà tout simplement. Donc je me suis dit, je vais me lancer dedans et j'ai commencé. Et vu que je suis un fou du boulot, j'ai commencé par une, c'était Face Africa. Non, mais il est petit. J'ai commencé, je voyais ça ne prenait pas trop parce qu'il faut dire, le paysage togolais encore un peu, les gens ont du mal en fait à télécharger les applications. Donc j'ai commencé par 1000 et petits, ça ne prenait pas. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai mis une Face Africa, ça prenait un tout petit peu. Donc j'ai dit, je vais développer les solutions au fur et à mesure et je suis sûr que, bien entendu, un jour ça va payer. Donc, voilà. Un jour, ça va payer. Il y a une partie de ton intervention qui m'a appelé et qui justement introduit à Emeka. Il disait tout à l'heure que le paysage francophone est petit. Est-ce que tu partages ce Oui, je partage cet avis. C'est vrai, c'est évident, mais à la même temps, il crée les opportunités. Parce que moi, j'ai viens de Nigeria, c'est un grand pays. Lagos, c'est la plus grande ville dans l'Afrique, mais à la même temps, il y a beaucoup de, comment c'est le mot, on dit concurrence, c'est ça. Donc, pour toutes les activités qu'on peut faire, c'est déjà quelqu'un qui a commencé ou qui va commencer, mais ici, les autres pays, il y a beaucoup d'opportunités pour commencer. Par exemple, notre société Gozem, c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle idée, vraiment. Parce qu'il y a la société Uber, il y a la société Hitch, ici en Afrique, Uber c'est là, Taxify est là, au Maroc, au Égypte, il y a la société Karim. Donc, il y a la même idée, ça existe déjà, mais dans les pays comme Togo, dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, il y a beaucoup d'opportunités parce que c'est vraiment vide par rapport à les logiciels numériques. C'est ça. J'introduis en même temps la seconde question. Alors, pourquoi pas Abidjan? Pourquoi pas Dakar? Pourquoi pas ces deux pays sont cités souvent comme référence? Pourquoi pas ces deux pays et le Togo? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'on doit commencer, comme on dit, un doigt. Pour nous, c'était actuellement un peu simple. Je devrais commencer à dire, notre cible, c'est pas seulement Togo. Notre cible, c'est vraiment tous les pays, toutes les villes, toutes les grandes villes dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a juste commencé à Togo, pour nous, c'est notre début, la première ville. Donc, pour nous, on a cherché pour une vie avec pas trop de défis, mais aussi trop de choses qui facilitent notre business. Par exemple, ici, il n'y a pas beaucoup de trafic. Notre société, c'est transport. Il n'y a pas beaucoup de trafic. Le système de roads routiers, c'est développé un peu au moins. C'est bon développé. Aussi, par rapport, comparé à Lagos, l'électricité, c'est fort. C'est un peu cher, mais c'est fort. Donc, pour notre société, il fait sens. Les choses les plus importantes pour nous, il y a une vraie culture des motos ici. Il y a une vraie culture des motos, il y a une vraie culture des mototaxis aussi. C'est pas comme ça à Abidjan, par exemple. C'est pas comme ça à Ouagadougou. C'est pas rien. C'est, comment on dit le mot? C'est forbidden, les mototaxis. C'est pas interdit. C'est interdit, oui.
Oui, donc ici, c'est pas interdit. Et aussi, tout le monde prend les émigrants, pas tout le monde, mais la plupart du monde vraiment prend les émigrants. Donc, il fait sens juste pour commencer ici, pour régler notre processus interne. Donc, on peut commencer avec les autres pays plus vite. C'est ça. Alors, Siti, toi qui es un développeur togolais, ça c'est la perception, je veux dire, de EPK, du marché togolais en fait, de l'innovation, si on peut dire. Toi, quelle est ta perception de ce marché que tu y exerces en fait? Bon, je peux dire que j'aime pas trop débattre sur les questions qui concernent le marché togolais. Tout d'abord, nous savons tous que le marché togolais est très très embryonnaire. Déjà, la population est très faible. Nous sommes à moins de 8 millions d'habitants. Et si vous voyez un peu le nombre d'utilisateurs Internet au Togo, c'est autour de 900 000 utilisateurs. Ce qui est très très bas par rapport, si on prend le cas du Ghana à côté, vous avez plus de 10 millions d'utilisateurs Internet. Le Sénégal, vous avez plus de 11 millions d'utilisateurs. Du coup, dans le domaine du numérique, disons que la plupart des services qu'un développeur doit proposer et rentabiliser dessus dépendent beaucoup plus de la connectivité, de l'utilisation de l'Internet. Du coup, si nous nous retrouvons avec moins d'1 million d'utilisateurs sur Internet, je crois que le défi, c'est très très énorme. Ce qu'on doit faire pour pouvoir rentabiliser, proposer un produit qui puisse réellement réussir, à vrai dire, comparer par rapport aux autres marchés. C'est vrai, vous pouvez lancer un produit ici comme un marché de test, parce que le marché est c'est très ouvert, d'accord. Pour faire des tests sur un marché, c'est vrai que la population du Togo, c'est très adapté. Il n'y a pas trop de contrôle aussi de loi par rapport à l'utilisation de l'Internet, tout ça. Donc ça facilite aussi la chose. Mais pour accroître son business, pour avoir un business comme à l'Amazon ou bien à Alibaba, ce n'est pas une histoire du marché togolais. Bon, selon moi. Donc du coup, moi, je suis beaucoup plus concentré sur le marché externe. C'est vrai, je travaille sur le marché togolais, mais pas très concentré sur le marché togolais. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait vraiment un marché togolais des applications ou des innovations? Selon moi, qu'est-ce qui manque? Le premier point, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, beaucoup plus la vulgarisation de l'Internet. C'est vrai, on a beaucoup d'utilisateurs de téléphones mobiles, oui, mais les utilisateurs d'Internet sont c'est assez faible. Pour faire un projet waouh à la Silicon Valley, à Lomé, c'est assez faible. C'est assez faible. Si vous prenez des projets comme Blablacar en France, c'est parce que actuellement ils ont arrivé à un stade où il y a vraiment la consommation du produit, ce qui est fait que là actuellement ils sont rentables. Mais dans un premier temps, avec un nombre d'utilisateurs assez faible, c'est impossible de rentabiliser ce genre de business. Donc il va falloir que le ministère de l'économie numérique, avec les opérateurs, trouve un moyen de pouvoir vulgariser un peu plus l'utilisation de l'Internet. Et de l'autre côté, c'est les paiements électroniques. Parce qu'un développeur ne peut pas travailler, développer une application, déployer cela et rentabiliser sans qu'il y ait une solution concrète pour servir, pour permettre à l'utilisateur en fait, d'effectuer des paiements dans son application. Si on prend le cas des pays comme le Kenya, par exemple, où l'M-Pesa est très développé, ce qui permet à plein de développeurs d'intégrer cette solution dans leurs applications. Et tout récemment, vous allez constater que même les développeurs qui sont au Kenya ou en Tanzanie ont la possibilité d'avoir un compte marchand sur Google Play Store. Et les utilisateurs de ces pays peuvent acheter des applications, payer des produits dans les applications directement via M-Pesa. Donc si Togocell par exemple peut se permettre d'avoir ce genre de partenariat avec Google pour proposer l'utilisation du T-Money directement sur Play Store, je crois que ce soit vraiment un bon pour le marché togolais en termes de numérique, développement d'applications. Voilà.
C'est vrai qu'on a souvent, très souvent eu ce débat, très souvent. Et est-ce que tu partages le même avis? Toi bon, j'attends déjà de voir ton avis. Oui, c'est vrai en fait. C'est vrai que le paysage togolais, enfin francophone surtout, a un peu vite, mais un togolais en particulier. Mais c'est vrai que je réfléchissais avec un développeur, parce que j'ai un groupe de développeurs que nous a formés en France, donc j'ai un groupe avec eux. On en parlait. C'est vrai qu'ils m'ont suggéré en fait d'adapter ces applications en fait au contexte togolais, c'est-à-dire au contexte africain. Il y a certaines applications qu'on peut développer en offline par exemple. Parce que le togolais généralement pour être connecté tout le temps c'est difficile. Parce que la connexion, ils pensent qu'en fait une application ça consomme autant que. Donc du coup c'est vraiment un complexe qu'on doit corriger aussi en fait. Donc après il y a aussi des solutions, s'adapter en fait aux problèmes togolais. C'est-à-dire que créer des applications offline. C'est-à-dire que sans connexion, l'application peut toujours continuer à marcher, même s'il y a des services qui sont un peu limités. Maintenant, les solutions de paiement, comme M. Siti le disait, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand j'avais créé Miletodi, j'avais du mal, j'avais créé au DG de Togocel, j'avais du mal à avoir l'API. C'est un API en fait qu'on intègre. Après, ils m'ont fourni un API, mais c'était vraiment bizarre, donc j'ai dû travailler vraiment avec. Après, Move aussi, c'était la même chose. Parce qu'en fait, ils ont des applications, mais pour les développer, ils ne viennent pas voir forcément les Togolais, ils vont voir les étrangers. Je crois que le Move, c'est de Philippines, je crois. C'est une application qui a été développée en Philippines. Donc, du coup, même leur module de paiement a été développé en Philippines. Donc, c'était vraiment bizarre. Et maintenant, après, il faut l'adapter au contexte togolais. On a mis du temps, mais Togocel, je crois, récemment, a sorti un API, mais pour l'avoir, c'est difficile. Et c'est pas vraiment ça, mais on le fait avec. Aujourd'hui on peut payer via Togocel, via Timoni, il y a Move aussi, je crois qu'il s'est mis en partenariat avec Paygate. Voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu. Mais je dirais qu'on a un souci réel, c'est que nos jeunes, il faut dire, il faut aussi qu'on ait une école qui apprend à coder, apprend à développer, rien que ça en fait. Donc du coup nos jeunes frères qui apprennent sur le tas, qui veulent vraiment se former là-dessus, ont déjà un blocage. Et c'est vrai que quand on leur fournit ces API-là, ils n'arrivent pas vraiment à s'en servir en fait. Pardon. Donc du coup, il y a, je dirais pas des problèmes, il y a vraiment beaucoup d'embûches que nous devons, si je peux me permettre, sans prétention bien sûr, nous grands frères, travailler là-dessus et apporter justement ces solutions-là à nos jeunes frères en fait qui se lancent pour coder comme nous. Donc je crois qu'il y a solution, il y a vraiment des solutions. Ça va prendre certainement du temps, mais petit à petit, je crois qu'on va y arriver. J'enchaîne avec une question. Ça va plus concerner les applications que vous développez à Illumia. Est-ce qu'aujourd'hui, Illumia rentabilise sur ces applications? Je ne pourrais pas dire que ça rentabilise. C'est vrai qu'au début, j'ai voulu me tourner vers le marché extérieur. Mais je me suis dit non, j'ai commencé quelque chose, il va falloir que je termine. Pour dire aujourd'hui, c'est vrai que Pass Africa, a été la seule application qui a rentabilisé, je ne dirais pas beaucoup, mais juste un peu. Par rapport aux événements, aux concerts qu'on a eu, ça a rentabilisé juste un peu. Parce que Pass Africa, en fait, pour vous dire, j'ai dû m'adapter au contexte togolais, rien qu'au contexte togolais. Parce qu'au début, j'avais commencé, c'était rien que sur le mobile. J'ai entendu, j'ai pas de téléphone, je ne peux pas télécharger, c'est compliqué. Bon, je vais le faire du style que la personne vient, il a un téléphone simple, il peut acheter son ticket. Après, ouais, mais mon téléphone, si c'est comment je fais? Donc j'ai encore créé des cartes. Enfin, je m'adapte au fur et à mesure à la demande togolaise. Donc du coup, oui, Pass Africa aujourd'hui, elle a été un peu rentable, si je peux me permettre. Mais le reste, c'est vrai qu'on les crée, on a espoir à développer pour que ça puisse être rentable dans les futures années. Mais il faut être patient. Franchement, il faut beaucoup de patience. Emeka, Gozama a été lancé le 7. Ça fait 20 jours. Vous avez 10 000 téléchargements. Est-ce que ces 10 000 téléchargements vous sont bénéfiques à ce jour? Bénéfique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que est-ce que les gens dépensent sur l'application? Est-ce que il y a les gens téléchargent juste pour télécharger ou est-ce que les Togolais font des courses sur l'application? Oui, c'est intéressant. Donc,
c'est le taux de conversion. C'est vrai, c'est toujours un taux de conversion. C'est pas tous les gens qui ont téléchargé l'appli qui a créé un compte. C'est la première chose. Et c'est pas tout le monde qui a créé un compte qui a fait une course. Ça, c'est toujours la conversion. Mais oui, on est opérationnel. Peut-être vous avez vu les gens qui portent les casques verts, qui portent les gilets verts. On est opérationnel dans la ville. Les gens, chaque jour, les gens font le vrai course Gozen. Ce n'est pas une période test, on est lancé. Et je devrais dire aussi, pour nous, on a commencé avec les émissions parce que tout le monde, comme je dis, tout le monde prend les émissions chaque jour. Mais bien sûr, cette année 2018, on va commencer avec les voitures aussi. Okay. Et comme les choses on entend chaque jour, il y a beaucoup de demandes pour les voitures, pour un service comme ça, pour les vrais taxis, pour les taxis alloués, les taxis avec les places jaunes. Donc pour nous, on est un système de transport. Le transport, c'est un grand secteur d'activité économique dans tous les pays à travers le monde. Chaque jour, les gens doivent aller ici, là, chaque jour. Donc c'est juste, comme mon collègue a dit, les choses, c'est pour trouver une solution pour les besoins. Et il y a un besoin de transport, bien sûr. Notre objectif est pour rendre le transport plus sûr, plus simple, plus fiable et ici plus abordable. Alors, voilà. Là, on va revenir à la question de qui nous réunit. C'est vrai qu'on a effleuré. Comment, selon toi, on peut gagner en fait le défi, ce défi-là de la rentabilité? Comment peut-on rentabiliser son application, son innovation et ses Rentabiliser son innovation au Togo. Tout d'abord, je veux une petite précision. Un produit destiné aux Togolais ou un produit made in Togo mais destiné à tout le monde. Une fois que tu poses la question, il va falloir répondre aux deux. Donc, rentabiliser un produit made in Togo destiné aux Togolais, un produit, une application mobile. Par exemple, pour moi, c'est très très compliqué. Comme le CEO de Willemia vient de le dire, l'accès au... Avant même d'arriver au marché togolais, comment peut-on rentabiliser une application? Prenons déjà cet aspect pour que... Donc, l'aspect général de rentabilisation d'une application mobile, là actuellement nous avons deux catégories de monétisation sur lesquelles vous pouvez travailler pour pouvoir rentabiliser votre application. La première, c'est le in-app address pour pouvoir permettre le paiement des objets ou bien des ressources dans votre application, au sein de votre application. Par exemple, vous vendez dans un jeu, par exemple, pour évoluer d'un level à un autre, vous devez acheter des armes, par exemple. Ce que vous vendez, vos développeurs, vous êtes rémunérés sur ça. Ou vous passez carrément au free avec la publicité mobile. Mais vous pouvez aussi opter pour la vente de l'application elle-même, ce qui ne marche plus vraiment là actuellement sur le marché orienté Android. C'est pas très conseillé puisque c'est seulement les grosses boîtes qui arrivent réellement à rentabiliser sur la vente d'applications. Mais côté iOS, oui, c'est toujours possible puisque la plupart des utilisateurs d'iPhone aiment dépenser de l'argent. Donc, bon, en général, c'est un peu ça. Soit vous optez pour la publicité, vous vendez des objets dans votre application, ou vous rendez payante l'application.
cas où ils aimeraient ajouter. C'est sur la même question. Comment, s'il y a des éléments que tu aimerais ajouter, ou bien si tu trouves que CETI a avancé tout? Oui, je pense qu'il a mentionné les plus grandes façons. Pour nous, c'est les transactions, il a dit publicité et les transactions effectivement, à mon avis. Les choses, je n'ai pas bien compris pour l'iPhone, mais je suis d'accord, c'est les transactions et les publicités. C'est comme ça. Pour les publicités, on a des choses comme Facebook, on peut avoir une grande communauté d'utilisateurs, c'est gratuit, mais comme on dit en anglais, les utilisateurs, c'est le produit. Donc Facebook, effectivement, vend les eyeballs, on dit en anglais, vend les utilisateurs à les sociétés qui vont faire la publicité. Notre société, notre stratégie, c'est la transaction. Donc pour chaque course, on partage les primes de la course, le coût de la course entre nous et les conducteurs. Donc c'est un système de transaction. Mais je suis d'accord avec tout mon collègue. Oui. Je suis d'accord avec le deux. C'est vrai que c'est les transactions surtout. Mais les transactions aujourd'hui, c'est compliqué de les mettre en place. Parce que comme déjà on a deux opérateurs, c'est pas possible, enfin c'est compliqué. Mais c'est vrai que je pensais récemment à développer une solution. Je voulais m'affilier en fait à une société de cartes en France qui fait des cartes virtuelles. Et donc, voir Timoni, c'est-à-dire que l'utilisateur qui veut acheter internationalement, il part avec Timoni, il crédite. En fait, il a une carte virtuelle, mais de Timoni, mais qui lui permet d'acheter à l'international. Et c'est vrai que j'ai eu l'accord de là-bas, mais ici, c'est compliqué. Donc, j'attends toujours, ça va faire 3 mois. J'attends toujours la réponse. Je ne sais pas si elle viendra un jour, mais j'attends toujours. Donc c'est quand même une solution, parce qu'en fait on a besoin de ça. Pour une application, il faut forcément une transaction pour qu'elle soit rentable. Mais s'il n'y a pas de transaction, c'est compliqué. Dans d'autres pays extérieurs, ils utilisent aussi les analyses. C'est-à-dire que le nombre d'utilisateurs, les manières que les utilisateurs ont, ce qu'ils font, ce qu'ils regardent, c'est en fonction de ça qu'ils font des pubs. C'est vraiment énorme. Mais ici, c'est vrai que pour l'Afrique, c'est pas encore ça pour l'instant. Donc du coup, il nous faut en fait des transactions. Donc c'est le moyen de paiement justement, pour que une application soit rentable. Alors, c'est qui je reviens à toi. Est-ce que tous ces moyens pour rentabiliser une application, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est possible de rentabiliser son application? Rentabiliser son application au Togo, d'ailleurs partout dans le monde c'est possible. Il suffit juste d'opter pour la bonne solution. Déjà ici, pour les transactions, normalement c'est Flow et puis Timoni par exemple, leur intégration qui doit être beaucoup plus facile, accessible aussi aux développeurs. Façon simple, le développeur qui veut intégrer l'API dans son application pour faire des tests, par exemple, n'a pas cette possibilité. Tu dois écrire une lettre de demande pour avoir l'API au directeur de Togocel, par exemple, à attendre peut-être jusqu'à 3 mois pour avoir leur retour. À moins que vous connaissez quelque part quelqu'un dans la boîte qui peut appuyer votre demande, etc. pour avoir un retour assez rapidement. Et la configuration, le suivi des tests, tout ça, c'est un peu des blablabla. Bon, de ce côté, moi je dirais que c'est beaucoup plus au niveau des opérateurs de trouver une solution à ça. De l'autre côté, nos banques, peut-être qu'avec EcoBank, ils ont une API aussi avec EcoBank Pay que les développeurs peuvent intégrer dans leur application pour permettre à ce que les utilisateurs fassent des transactions dans l'application. Et si les utilisateurs optent pour la publicité mobile aussi, c'est possible. Avec Google AdSense, vous pouvez intégrer le AdMob de Google pour monétiser votre application et être payé par Google par rapport aux publicités. Vous pouvez travailler aussi avec Facebook. Par exemple, l'ADS de Facebook aussi, c'est possible de l'intégrer.
puisque dans nos pays, il n'y a pas encore assez d'utilisateurs sur Facebook. Donc les publicités de Facebook pour les inviter à créer un compte, etc., ça marche beaucoup plus dans les pays émergents. Et de l'autre côté aussi, vous avez des possibilités avec Amazon. Moi, j'ai eu à travailler, par exemple, en 2013 à 2016, j'ai travaillé beaucoup plus avec Amazon. Et avec eux, leur publicité, c'est beaucoup plus concentré sur la conversion achat. Donc, ils proposent les produits d'Amazon via la publicité dans votre application. Et quand les utilisateurs cliquent dessus, achètent le produit, vous recevez quelque chose de retour par rapport à ce que l'utilisateur a acheté. Donc, bon, par rapport à tout ce que je viens de citer là, c'est possible qu'un développeur qui réside au Togo, qui a une application au Togo, puisse utiliser ces différents services pour pouvoir rentabiliser son application. Mais côté données, la vente de données, comme il a dit, là actuellement le marché c'est très petit, avec 900 000 utilisateurs Internet. C'est rien du tout par rapport aux plateformes qui achètent les données des utilisateurs. C'est rien. Donc ça, vous ne pouvez pas vendre les données de votre utilisateur là maintenant au Togo. C'est pas évident. Donc il faut dire que tu as de l'ambition, parce que depuis que tu parles, c'est le marché qui te laisse petit. Il faut dire que tu as vraiment de l'ambition. On va voir avec Gozem. Est-ce que Gozem va relever le défi de la rentabilité des applications? Oui, mais d'abord, je vais répondre à mon collègue ici, parce qu'en même temps, peut-être j'ai une avis différente. Avant d'ici, j'ai habité à Lagos. Donc, parce que le marché, c'est vraiment grand. Tous les gens là qui créent les applications, qui entrepreneurs, qui entreprennent, c'est focalisé sur Lagos. C'est toujours Lagos, parce que c'est trop grand, c'est la chose, on écoute, on entend toujours. Mais ici, comme mon collègue a dit, parce que le marché est petit, c'est 800 000 utilisateurs maximum, pas pour vous, mais théoriquement. On doit commencer à penser dès le premier jour de l'autre marché. Donc je pense, à mon avis, les marchés comme Togo, ils forcent l'entrepreneur à penser dès le premier jour de l'autre marché. Donc ça, c'est un cadeau. C'est pas comme ça dans les autres marchés, dans les grands marchés. Et aussi, comme on pense des expansions dès le premier jour, il facilite toutes les choses parce que les gens à Lagos, à les autres grandes villes, les autres grands pays, ils vont penser des croissances, des expansions un jour. Mais ici, on a les blessings des pensées, des expansions dès le premier jour. C'est juste mon réponse. Je suis d'accord, mais c'est aussi c'est une bonne chose. Mais par rapport à votre question de la rentabilité, donc on a juste lancé le 7 novembre. Donc c'est vraiment tôt pour nous à discuter rentabilité, mais pour nous c'est les choses jolies avec technologie. Après on développe une plateforme, on peut garder les coûts bas et grandir les utilisateurs. Un exemple, c'est par exemple WhatsApp. Tout le monde ici, tout le monde à travers le monde utilise WhatsApp. L'équipe c'est vraiment petite, mais c'est la même WhatsApp on utilise en Nigeria, on utilise ici, on utilise aux États-Unis. C'est la même plateforme. Donc ça c'est l'idée pour nous aussi avec Gozem. On a lancé ici, juste avec les émergents, mais on voudrait avoir la même application Gozem. On va avoir bientôt la même Gozem pour les voitures, pour les taxis, pour les voitures personnelles. Bien sûr, bientôt les tricycles aussi, ici à Lomé, mais aussi les autres pays. Donc, vraiment, on a, pour être rentable, on a besoin de, comme on dit, échelle, c'est ça? Échelle, on doit grandir le nombre, le montant des utilisateurs. Mais parce que maintenant, spécialement en termes de dollars, pour chaque course, on prend une petite commission. Donc, si on juste voit une course, c'est effectivement rien. Mais comme après on ajoute
course et course et course. On peut voir combien des émergents on voit chaque jour, combien de courses on pense c'est fait par les émergents chaque jour, chaque mois, chaque an, ici, seulement ici à Lomé. Et après on ajoute les autres pays, et après on ajoute les autres produits comme les voitures, comme les taxis alloués, comme les tricycles bagages, les opportunités de devenir grand, excusez-moi français. C'est ça. Je crois qu'il y a une armée d'applications. C'est sûr que ce ne sera pas à la longue toujours free en fait. Il faudra rentabiliser un moment. Est-ce que tu penses que ça peut rentabiliser pour vous? Comment tu comptes? Bien sûr, c'est possible d'être rentable au Togo. Sinon, je serais déjà parti depuis longtemps. Parce que c'est pas évident. Quoi. Quand on commence, et quand tu arrives, tu es jeune, tu as un peu d'économie, tu investis, et du jour au lendemain, ça ne rentre pas, mais jusqu'à là, je tiens, ça fait 3 ans. Et ça commence un tout petit peu. Bon, du coup, je tiens toujours, et c'est possible, ça va être rentable. Je vais commencer par le plus dur, donc du coup, pour moi, je me dis, après, ça ne peut être que bénéfique. Donc, oui, c'est possible d'être rentable, avec des efforts. Il faut toujours, surtout être patient. Que quand on commence, on attend des discours, c'est vraiment pas la peine. Parce que les discours, en fait, décourageants. Une application au Togo, c'est pas possible, les mégas, la connexion, c'est pas bon, ça coûte cher, oui. Mais si on ne commence jamais, on ne peut jamais arriver. Donc du coup, c'est ça. Donc on a cet espoir-là, cette fibre. En fait, forcément, chaque développeur, je me dis, si tu veux développer une application, si tu n'es pas motivé, c'est pas la peine. Si tu veux créer une application, si tu n'as pas foi à ton application, c'est pas la peine. Il vaut mieux laisser tomber. Il y a certains marchés, c'est facile, ça prend rapidement. Il y a d'autres, c'est lent. Il faut être patient et après un jour, ça... Si je veux donner l'exemple de Pass Africa par exemple, Pass Africa aujourd'hui, j'ai mûri tellement longtemps que je l'ai vu en billetterie au début, mais après, sans vous mentir, je vais libéraliser. Pass Africa, ça va être libéralisé parce que déjà, on a 7 pays, on a des partenariats qui vont être signés dans pas longtemps, mais en fait, même pour manger, je crois que bientôt Pass Africa va servir. C'est ce que je me dis dans ma tête. Et chaque jour qui vient, je pense à l'améliorer encore un peu plus, etc. Donc du coup, oui, c'est possible. Ça va être rentable forcément. Le café numérique, c'est aussi des échanges, beaucoup d'échanges avec le public. C'est vrai qu'on a presque épuisé toutes les questions possibles, mais c'est l'heure en fait d'ouvrir le débat, de vous ouvrir le débat et de vous donner aussi la parole, de vous exprimer. Mais d'abord, j'aimerais aussi qu'on fasse une petite ovation pour nos qui n'ont pas hésité à prendre le temps en marche et à merci. Mike Soupali. Alors, vous présentez la question. Ok, merci. Bonsoir, moi c'est Eric Pouchot. Bon, je vais me présenter simple comme ça. Je voulais ajouter un truc par rapport à ce que Cécile avait dit. On a 900 000 utilisateurs, bon, ceux qui se connectent à Internet au Togo. Mais parmi ces 900 000 aussi, c'est divisé en plusieurs catégories. Si je vais sur Internet, ceux qui sont dans cette salle, ceux qui font avec Internet, c'est pas la même chose avec ceux qui sont au grand marché par exemple. Donc du coup, le marché est un peu trop restreint, comme je dis. C'est juste pour se tenir. Maintenant, moi, ma question, c'est que si on dit rentabiliser une application, je pense finalement que rentabiliser, on ne peut pas comparer un développeur qui est à Dakar, un développeur qui est à Accra, un développeur qui est à Lomé. Peut-être on va un peu plus trop loin. Rentabiliser une application, ce n'est pas faire des millions par jour, 10 millions par mois. Peut-être qu'on est trop ambitieux par rapport à rentabiliser. Il faut d'abord créer un truc qui aide. Bon, moi, je vais me présenter. Je suis un des promoteurs de l'application LabCrédit. Parce que nous avons lancé, une fonctionnalité pour tester un peu comment le peuple va le prendre. C'est transformer le T-Money en flux, le flux en T-Money. Et c'était sans frais. Parce qu'on a lancé l'application fait des choses. Le recharge virtuel, donc tu peux recharger par carte bancaire quand tu es hors du Togo. Et quand tu es à l'intérieur, tu as ton T-Money, tu recharges, tu t'en comptes dans le crédit et après tu peux payer ce que tu veux. J'explique encore. J'ai 20 000 francs sur mon compte T-Money.
et que je veux envoyer 10 000 francs à City sur son nom Move. Mais je n'ai pas de crédit Move. Donc je passe par un crédit de faire. C'est comme une transformation. Vu que c'était sans frais, les gens l'ont fait. On prenait aucune, genre, on prenait rien à suivre. On prenait 0 francs. Vu que c'était sans frais, les gens l'ont fait. Mais c'était, au début, c'était une stratégie en fait pour voir comment le marché va réagir. Mais pour les paiements par carte, tu vas remarquer que la plupart qui paient, c'est souvent ceux qui sont à l'extérieur. Donc c'est pour ajouter que si on parle de rentabiliser une application, sincèrement je pense qu'on va un peu trop loin. Rentabiliser parce qu'ici on est 900 000. Par exemple, moi, pas dans ma famille, la catégorie de personnes qui peuvent avoir accès à Internet. Si je vais sur Internet, peut-être que je vais faire Facebook, Twitter. Si je vais sur Internet, peut-être que je vais aller sur. Comment dire? Je vais aller sur Udemy, Linda, apprendre. Si j'ai Internet, j'ai un Wi-Fi quelque part, peut-être que je vais faire WhatsApp. Donc c'est différent. Donc aussi pour ajouter aussi au chiffre de City, le nombre d'utilisateurs Togo, je pense que fin 2007, l'estimation était à 570 000. Un peu. Ça, avec ça, on ne peut quand même pas faire de publicité Facebook. Parce que si on prend même les 570 000, c'est sûr que 70% des utilisateurs Facebook, ils ne font pas attention à s'il y a une publicité sur une page. Ça pas. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais on va aller petit à petit parce que dans les autres pays, ils ont aussi commencé comme ça. Ils ont aussi prendre l'exemple du Kenya. Actuellement, ils sont à 87% de la population qui utilise Internet. 87%, ici on est à 11%. Donc on va commencer petit à petit, on va évoluer. Développer des applications, tout le monde sait le faire. Ça, c'est pas le blocage. Mais juste qu'il faut savoir de quoi développer. Et quand on développe, il faut vraiment avoir. Il ne faut pas penser déjà à l'argent. Bon, c'est ce que vous l'avez dit. Merci Eric. Merci. Oui, en fait, nous sommes en fait dans le style rentabiliser une application. Je crois que rentabiliser une application, tout d'abord, ça dépend de quelle application. Parce que on ne développe pas pour développer, je crois. Il faut d'abord un projet, il faut une solution en fait à un truc spécial pour développer l'application. C'est trouver en fait la solution. Quand je prends l'exemple de même Timoni, quand c'est sorti, les floues. Aujourd'hui, je ne vois pas qui ne fait pas floues, quoi. Je ne vois pas qui ne fait pas floues, qui ne fait pas Timoni, je ne vois pas. Quand ils ont trouvé la solution de payer les cash power, les gens le font. Quand ils ont trouvé, en fait, c'est ça. C'est trouver en fait un besoin et trouver le besoin et trouver la solution. Une fois qu'on trouve la solution, je suis sûr que c'est rentable. Ça ne peut qu'être rentable. Mais justement, avec des moyens de paiement. C'est ça en fait le problème. Parce qu'en fait, l'application, on la développe. Aujourd'hui, je peux me lever et développer une application qui, je ne sais pas, qui reconnaît les gens, mais en fait, c'est quoi la solution? C'est en fait trouver la solution à quelque chose déjà, et maintenant que les paiements soient dessus, qui puissent rentabiliser en fait. Je prends l'exemple par exemple moi j'ai tendance à, quand je passe, je regarde plein de problèmes et je me dis, je vois par exemple le CHU, mais je me dis c'est con. C'est con parce que aujourd'hui, quand tu arrives au CHU, il y a un blessé, tu es obligé de faire une queue énorme avant de payer d'abord une somme qui te permet qu'on s'occupe de ton malade. Mais c'est con. En fait, c'est des solutions qu'il faut trouver. C'est-à-dire, je suis chez moi, je veux amener un malade, je peux le faire de chez moi, aller amener le malade. Et dès que j'arrive, on s'occupe du malade. En fait, c'est ces solutions-là qui doivent amener justement les gens à trouver l'utilité de cette application pour qu'elle soit rentable. Parce que s'il faut développer juste pour développer, je ne suis pas sûr. Donc en fait, c'est trouver la solution et maintenant être patient aussi, mais trouver la solution et après ça prend petit à petit. Donc il faut forcément trouver le milieu. On va essayer d'aller rapidement pour que tout le monde puisse terminer. Bon, pour répondre à ce que Eric a dit, de mon côté, rentabiliser une application, c'est pas d'être ambitieux, de parler des millions d'un seul coup. Mais je dirais que si, par exemple, l'application GoZeb, il y a un nombre d'utilisateurs qu'il doit pouvoir atteindre avant de pouvoir se dire qu'ils vont rentabiliser l'application. Et s'il n'y a pas ce marché,
dada, ils ne pourront jamais rentabiliser l'application. C'est comme ça en fait. Donc si je parle par rapport au marché, c'est beaucoup plus ça, c'est pas les millions. C'est ça. Merci. Moi, je suis à Kagla John. J'étais tellement content de pouvoir participer à la conférence. Mais ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés. Ils en ont besoin de vos applications, mais c'est comme la publicité n'est pas tellement développée. Vous avez dit, en expliquant, il y a à peu près 900 000 personnes qui utilisent WhatsApp ou Internet. Mais ce que moi je dis, si c'est 200 personnes aussi, vous pouvez faire votre publicité d'une autre manière, ce n'est pas obligatoirement sur Internet. Vous pouvez les approcher. On dit tapping, c'est-à-dire aller dans la société, taper et essayer de leur proposer ce que vous avez. Parce que moi, par exemple, il y a certaines choses que c'est la première fois que j'apprends ça. C'est comme votre publicité n'est pas percée. C'est ce qui vous manque, quoi. Moi, je suis venu pour chercher quelque chose. Mais j'ai vu ça, mais je vois qu'il y a une erreur de votre part. Avant que ça soit rentable, vous devez, vous aussi, c'est pas sur Internet simplement. Il faut que j'ai encore d'autres questions, mais si vous avez des choses à ajouter, merci. Merci. Est-ce que après ça, on va prendre des questions et répondre à Merci. Je crois plutôt que vous avez pris la chose du côté inverse. D'accord? Ce n'est pas la publicité pour l'acquisition d'utilisateurs, mais c'est la publicité pour monétiser la solution. C'est de ça, moi, je parle en fait. Vous n'avez pas compris ma question. Oui, vous parlez de la publicité. Ça dit pour faire connaître le produit. Oui, c'est de ça que je parle. Vous parlez de ça, mais moi, je ne parle pas en ce sens. Moi, je parle de la publicité pour vendre mon application, pour rendre rentable mon application, pour gagner de l'argent. C'est différent. Parce que si je dois faire la publicité pour avoir des utilisateurs, c'est vrai, je peux passer par d'autres canaux, passer par des médias, etc., ou aller de porte à porte. Ça, c'est clair. Mais pour rentabiliser mon application, la solution que j'ai qui est efficace, ça se passe sur Internet. Je ne peux pas aller demander à un utilisateur dans la rue de me donner de l'argent pour utiliser mon application, jamais. Mais il peut utiliser mon application, je peux passer des publicités dans l'application et peut-être Google me paie derrière. C'est de ça, moi, je parle. Donc, c'est différent, en fait. Merci. je pense qu'on va prendre des questions. Donc, on va prendre 5 et y répondre. Bonsoir, moi c'est Bata Diwalajoa, je suis développeur. Dans la présentation des applications qui ont été conçues par mes chers collègues, j'ai remarqué un truc, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des développeurs se dirigent vers des applications façon, c'est pas la marque Zuckerberg. Or, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'on puisse créer une application pour seulement le public. Il y a des applications d'entreprise aussi. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'au Togo, on manque de solutions d'entreprise. Quand je rentre dans les sociétés et je vois une solution, bon, souvent je peux aller dans une société où je remarque qu'ils ont passé peut-être 6-7 mois à chercher une solution pour un problème qu'ils avaient. Et puis, dans la sous-région, je pense à Abidjan, au Sénégal, surtout ces deux pays-là, ils ont des sociétés, des startups qui ont créé beaucoup de solutions d'entreprise. Et ça paie énormément. Bien sûr, au Togo, on n'a pas un nombre pléthorique de sociétés, mais par rapport au nombre de développeurs que nous avons, si nous penchons un peu sur les solutions d'entreprise, c'est pas seulement aller écrire un cahier de charge avec une société, mais il y a des solutions standards, il y a des besoins dont toutes les entreprises en ont besoin. Quand on prend Sage par exemple, et Sage, ça coûte un peu cher. Si c'est que au moins ça, actuellement, est-ce qu'on peut trouver sur le marché togolais 10 applications à même de tenir une comptabilité entière adaptée, peut-être au Cisco ADA? Je doute fort. Or, déjà, avec ça, c'est bon. Ça crée juste une valeur ajoutée, ça crée de la richesse au niveau des développeurs et c'est mieux d'utiliser des applications adaptées à nos réalités, surtout des entreprises. C'est un peu ça, c'est bien de créer des applications innovantes, des applications qui vont créer un boom, mais il y a aussi ces petits trucs-là
qu'aujourd'hui nous développeurs nous négligeons. Or, ça fait beaucoup les factures. Merci. Merci. J'allais justement poser la question aux panélistes de savoir si est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une ruée vers un seul secteur où chacun se tourne, vers lequel chacun se tourne et oublie en fait de diversifier. Et aussi par rapport à votre question de la promotion des initiatives en fait des start-upers et tout, on va y revenir à la fin puisque Tech 208, le café numérique, tout ça c'est dans cet esprit de démocratisation, d'apporter l'information à la population que c'est fait. Donc ça répond un peu à votre question, mais on va y revenir à la fin. Voilà. Merci. Alors. Merci beaucoup. En fait, je voulais soulever quelque chose. Dans votre présentation, vous n'avez pas abordé le volet marketing, c'est-à-dire comment aborder le marché. Vous vous êtes appesanti seulement que sur les aspects techniques par rapport aux défis concernant les applications. Et puis, mon jeune frère aussi avait parlé des applications. Vous avez plus mis l'accent sur les applications destinées sur les mobiles, les applications mobiles. Vous n'avez pas fait cas des applications desktop et autres là. Ouais. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect comment pénétrer le marché. Si vous pouvez partager avec nous vos expériences en cette matière, ce serait salutaire pour nous. Parce que nous avons une application aussi, mais on a eu des difficultés à trouver un certain nombre d'utilisateurs. Je trouve que pour rentabiliser par défaut une application, c'est en termes de nombre d'utilisateurs que vous avez. Donc ce serait intéressant que vous nous parliez un peu de vos défis sur comment gagner des utilisateurs. Merci. Merci. S'il y a un autre rapport, une contribution, une question. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent en direct sur les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes synchro qu'ils peuvent vous poser la question directement sur ces plateformes. On va y répondre. On va donner la parole aux panélistes qui pourront y répondre. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Israël Abouché. Je veux limiter à ça. Les développeurs, et c'est eux les initiateurs de Nukéléo. J'étais vendu quoi. On m'a vendu. Je préfère ne pas faire de but. Je vais essayer de répondre à la question que mon frère vient de poser. Comment pénétrer le marché? Déjà, la première réponse à cette question, c'est déjà de proposer des applications qui intéressent le public auquel vous le proposez. Donc, il faut déjà proposer, je pense que beaucoup de gens en ont parlé, il faut déjà proposer des applications qui répondent à un besoin crucial du marché. Il y a, je pense que c'est le monsieur Deligna qui a parlé par exemple d'une problématique à l'hôpital de Tocoin qui était pour lui criard et qui n'avait pas de solution. Ça, c'est par exemple une idée de produit à créer, par exemple. Un produit comme ça intéresserait les gens qui sont dans le besoin. Peut-être pas une première fois, tu y vas une première fois, tu te retrouves parce qu'un accident, c'est généralement quelque chose de... C'est quelque chose de négatif. On ne souhaite pas que ça arrive tout le temps. Ce n'est pas un marché sur lequel on a envie de capitaliser, mais c'est des choses qui arrivent. Et quand quelqu'un a un problème comme ça une première fois, qu'il y va, qu'il a une mauvaise expérience, qu'il en parle, si derrière quelqu'un a une information par rapport à votre produit qui peut résoudre ce problème-là, vous avez déjà le marché. Parce qu'il y aura une communication de bouche à oreille. Donc déjà, quelque part, vos utilisateurs communiquent pour vous. Parce que vous répondez à un besoin crucial. Donc la première des choses déjà, c'est de répondre aux besoins qui sont cruciaux. Maintenant, il y a... j'ai entendu beaucoup de choses auprès des panélistes, mais je pense qu'il y a une solution qui n'a pas été abordée pour la monétisation, qui est la publicité toujours, mais la publicité d'un genre particulier. Quand vous proposez des applications qui répondent à un besoin et que les utilisateurs se rendent compte que votre application répond réellement à ce besoin-là, vous générez du trafic. Donc le trafic, c'est quoi? C'est le fait que des gens viennent dans votre application, l'utilisent pour atteindre leur objectif, repartent et reviennent. Donc c'est le fait de pouvoir attirer des utilisateurs une première fois
mais les faire revenir encore et encore. Donc, vous générez du trafic. Quand vous générez du trafic, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une masse d'utilisateurs qui interagissent avec votre application et qui peuvent intéresser des gens qui font de la publicité sur le marché local. Donc là, je ne m'intéresse pas à des gens comme Facebook ou bien Amazon, comme il a parlé, mais je parle des marques comme Blisco. Je prends un exemple. Vous avez une application, on va prendre n'importe quoi, qui fait dans l'événementiel, d'accord? Donc vous avez une application qui dit aux gens qu'est-ce qui se passe en ville, qui informe par exemple les gens sur le fait qu'il y a un événement ici ce soir. Et cette application-là, on va dire que la cible, c'est les 16 à 44 ans. Donc les gens d'un certain public qui ont envie de sortir, qui ont envie de s'informer. Et cette cible-là est aussi la cible d'un certain nombre de commerces. Exemple, Blisco, Woody. Et si à un moment donné, vous êtes capable de générer du trafic, c'est-à-dire d'amener des gens à utiliser votre application, à venir tout le temps regarder qu'est-ce qu'il y a comme événement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme événement derrière. Vous pouvez aller voir des établissements comme Woody et leur dire, ok, nous avons aujourd'hui cette base de données d'utilisateurs, de gens qui viennent tout le temps dans notre application. C'est des gens qui vous intéressent comme public, c'est des potentiels acheteurs pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait de faire de la publicité au sein de notre application pour atteindre ces utilisateurs-là moyennant telle somme par mois? C'est une façon de rendre rentable une application sans forcément avoir à vendre des données utilisateurs, à faire de la publicité pour Google, AdMob, parce que généralement, c'est de la publicité intéressante, mais pour monétiser, pour réellement rentabiliser avec ce genre de publicité, il faut avoir un public assez important. Il faut peut-être 1 million d'utilisateurs, 2 millions d'utilisateurs pour réellement avoir un retour sur la publicité que vous faites avec AdMob. Alors que, allez voir des gens comme ça, proposer peut-être, je dis n'importe quoi, 12 000 francs par mois pour une bannière publicitaire à Woody. Vous allez voir 100 autres établissements comme ça. Je pense que ça représente quand même un certain revenu par mois. Donc c'est une façon de voir les choses. Donc la première, vraiment la base c'est de proposer des applications qui répondent réellement aux besoins. Parce qu'aujourd'hui, comme ils l'ont dit, Internet, ce n'est pas encore ça autour 800 000 utilisateurs. Et sur ces 800 000 utilisateurs-là, il faut filtrer. C'est essentiellement des gens qui font WhatsApp parce que WhatsApp répond à un besoin crucial qui est celui de la communication en web frais. Du coup, même ma grand-mère au village a fini par se mettre parce qu'avec ça, elle peut appeler ses filles qui sont aux États-Unis sans avoir dépensé 10 000, 15 000 francs. Donc à un moment donné, les gens étaient obligés d'aller vers WhatsApp parce que ça répondait à un besoin. Donc ça nous donne une idée en fait de ce qu'il faut faire en fait justement pour faire percer entre les applications ici. Répondre à des besoins qui sont cruciaux et devenir incontournable sur ces segments du marché. Donc c'était mon petit apport. Alors, est-ce que quel est le travail aujourd'hui Alors, aujourd'hui, Nkelo est on va dire, on travaille sur une nouvelle version. Nous étions dans une démarche assez intéressante. C'est-à-dire quand on a commencé, on était jeunes, on était tout excités. On avait surtout envie de faire quelque chose pour montrer qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait faire des applications qui pouvaient entrer en concurrence avec des applications faites notamment en Occident, qu'on avait les moyens de produire des applications de ce même niveau-là. Donc, notre idée au départ, ce n'était pas d'être rentable, c'était surtout de faire quelque chose que répondait à un besoin et on l'a fait. On a même été surpris de la façon dont ça a pris. Et derrière, le problème, c'est que ça nous générait des frais, ça nous coûtait de l'argent. Mais on n'avait pas pensé à monétiser parce que pour nous, la philosophie de base, c'était l'utilisateur ne devait pas avoir à payer pour utiliser le service. Et ça aussi, c'est une information, c'est un élément intéressant. Vos utilisateurs ne sont pas forcément ceux qui payent pour utiliser votre application. Vous avez des utilisateurs et puis vous avez des clients. Les deux ne sont pas les mêmes. Ça peut être les mêmes personnes, comme ça peut être deux personnes différentes. Dans le cas que j'ai présenté, le cas d'étude que j'ai présenté là, vos clients, c'est des sociétés comme Woody et consorts, et vos utilisateurs, c'est ceux qui viennent consulter l'application pour trouver des éléments. Donc, vous pouvez avoir des utilisateurs et derrière avoir des clients qui ne sont pas les mêmes. Donc, dans notre cas, on avait des utilisateurs, mais on n'avait pas de clients. On nous vendait l'application en personne. Donc, à un moment donné, pendant très longtemps, on a supporté les frais de serveur et tout ça de l'application sur notre propre poche. Et c'est devenu compliqué à un moment parce que c'était beau de faire le buzz, mais ce n'était pas rentable. Ça ne permettait même pas de garder l'application en vie.
Donc il a fallu arrêter, faire une pause et payer déjà nos dettes. Et puis réfléchir justement, penser un modèle économique derrière cette application. Donc c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de l'évaluation de l'application. C'est pour répondre à la question. Merci. Merci à vous. Merci Israël. Là, on va passer le micro à Noël. Attends, Noël qui peut poser une question. Bon, est-ce que en fait, c'est un peu une réflexion que je fais. Je suis Noël Tadeo. Au-delà de mon travail de journaliste multimédia, je fais un peu dans l'accompagnement des projets, dans l'innovation, dans les médias au niveau des pays de l'Afrique, de façon générale, Afrique francophone bien sûr, de l'océan Indien et de la zone Caraïbe. Et le constat qu'on a fait de façon générale, c'est que les projets d'application qu'on lance ne sont pas accompagnés dès le départ de stratégies de communication et de marketing, et même de modèles économiques. On a l'idée, on est technicien peut-être, on se lance et c'est après, quand on a des difficultés, qu'on se rend compte qu'on n'a pas de stratégie de communication, on n'a pas de stratégie marketing, on n'a pas un modèle économique, on n'a pas un business plan. Je crois que c'est là où se situe véritablement le problème. Et tant qu'on ne va pas intégrer dès le départ, à l'étape projet, ces aspects, il nous sera difficile de parler de rentabilité. Et en fonction de la cible, vous devez déployer votre stratégie de communication, votre stratégie marketing. Et donc, je crois qu'il va falloir aussi que tous ceux qui ont des idées, qui ont des projets d'application et tout, web comme mobile, intègrent dès le départ ces éléments-là. Sans ça, il nous sera difficile de parler de rentabilité. Voilà un peu ce que je voudrais vous apporter. Merci. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Noël tout à l'heure. Il a parfaitement raison. La plupart des développeurs, c'est bon, on est bon. La plupart des développeurs au Togo, il y a pas mal qui se diraient qu'ils ne sont pas encore bons à l'étape des développeurs dans les pays développés. Mais moi, je peux confirmer qu'ils sont bons. Nous développons tous les mêmes solutions, nous codons ensemble sur les mêmes langages et nous faisons les mêmes choses. Donc nous sommes bons, mais seulement que nous avons ce manque de côté communication et marketing. On a un produit, mais on n'arrive pas à acquérir les utilisateurs dans notre application, à les avoir utilisé notre application et à les réengager, à les faire revenir dans l'application à tout moment pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Par rapport à ce que Israël vient de dire, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais le problème, comme il a dit, de cibler par exemple les entreprises ici. Quand tu vas voir Blisco, tu dis à Blisco, ok, j'ai une base d'utilisateurs. Ils utilisent toi ton application, qu'ils l'utilisent régulièrement, etc. Est-ce que tu as les données démographiques, les données, par exemple le sexe des utilisateurs, l'âge, etc., les paramètres de l'utilisateur? Quelles sont les applications qui sont sur le téléphone de l'utilisateur? L'utilisateur, il a l'habitude de faire quoi avec son téléphone? Tu n'as pas ces données. Du coup, Blisco, il va te voir un peu quelqu'un qui a des chiffres de téléchargement peut-être. Parce que j'ai fait ce constat au Togo. Pas mal de gens ils disent, ouais, j'ai une application, on a fait 30 000 téléchargements, on a fait 100 000. Mais on sait tous que sur Play Store, là, actuellement, vous avez 29% d'utilisateurs qui continuent d'utiliser votre application au bout de 2-3 mois. Donc, vous pouvez avoir 100 000 utilisateurs, 100 000 téléchargements et avoir peut-être 10 000, 20 000 utilisateurs réels. Et là, si vous présentez chez Blisco pour lui vendre les 100 000 téléchargements, Blisco ne pourra pas acheter. Mais par contre, si on prend le cas de Gozem, Gozem utilise AdWords. Donc, vous allez voir que là, actuellement, les publicités AdSense, il y a Gozem qui ressortent souvent. Moi, sur mon téléphone, par exemple, la plupart du temps où j'ai de la publicité, c'est du Gozem, pour télécharger Gozem. Mais Gozem n'est pas allé voir directement Elfree, par exemple, ou bien Tech 228. Parce qu'il n'y a pas une plateforme de suivi réel pour pouvoir assurer la conversion, pour savoir que réellement les utilisateurs qui sont sur Tech 228 cliquent sur la publicité et installent l'application. Mais par contre, avec Google AdSense, ils ont toutes ces données qui sont disponibles sur la plateforme, qui est déjà ready. Donc du coup, Gozem se dit, ok, mais pourquoi ne pas utiliser une solution qui est déjà bon que les autres utilisent? Donc c'est un peu ça. Si nous pouvons travailler sur une plateforme
qui va essayer de tourner aussi nos opérateurs ou bien nos sociétés ici vers la publicité sur Internet. Une plateforme qui va fédérer ça et prendre la publicité chez ces sociétés et proposer maintenant aux développeurs d'applications. Je crois que ce serait intéressant. Merci. Bonsoir à tous, je suis Edem Adjabalbo, développeur, on va s'arrêter là. Alors, il y avait différents points. Vous arrêtez déjà. Bon, pour faire simple, donc, je suis fondateur de la start-up, c'est moi, on fait 2-3 petites boîtes métalliques qui se baladent dans la ville de Lobby. Petit retour là depuis une demi-heure que je suis arrivé, que je suis les éléments. Il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet pur de la monétisation du travail qui est fait. Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui se sont dites où, effectivement, le commerce, il n'y a pas 46 000 solutions. Vous avez des choses à vendre, il faut pouvoir encaisser pour dire que vous avez vendu. Si vous n'avez pas de solution d'encaissement, vous pouvez faire le tour du monde, vous n'avez pas vendu. Bon, il se fait que ce n'est pas très scalable d'encaisser et de vendre son application au grand marché 200 francs, et puis je vous envoie l'APK et vous utilisez. Ce n'est pas très scalable comme solution, mais c'en est une. Et ça ne me paraît pas incohérent dans un début de dire, moi, mon modèle économique, c'est de faire payer les gens parce que c'est quelque chose qui va aider les femmes au grand marché à pouvoir mieux gérer leur vente, leur comptabilité ou je ne sais quoi d'autre comme solution. Et donc, je viens collecter les 200 francs comme les gens de Tontine font pour venir chercher. Où est le problème? Fondamentalement, à un moment, on est entrepreneur, avant tout, on n'est pas développeur. Si, intellectuellement parlant, la personne n'est pas structurée pour pouvoir aller sur des sujets commerce, aller sur des sujets marketing, etc. Pardon, mais oui, vous êtes développeur, mais ça s'arrête là. Si on veut y aller et en faire quelque chose de rentable, il faut s'outiller pour pouvoir rentabiliser cette affaire. Et donc, je rebondis sur le sujet que Noël a soulevé tout à l'heure, qui est qu'il est fondamental d'intégrer, il a cité deux aspects, le marketing et la communication, mais il y a des aspects juridiques à prendre en compte, il y a des aspects organisationnels à prendre en compte, il y a tout un tas de sujets paratechniques qui sont fondamentaux à traiter avant même de dire que je vais sortir la première ligne de code. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de le gérer, c'est vous à l'échec. Tout ça pour dire que, ok, bon, là on est une cinquantaine, on en a parlé, peut-être un dixième sait réellement de quoi on parle en disant il faut mettre en place des stratégies de communication, de marketing, et tous ceux qui sont dehors, qui n'ont pas eu l'occasion de venir aujourd'hui, laissez tomber, ça ne sert à rien. Donc ce qui conduit ma réflexion à dire qu'on a un manque fondamental d'accompagnement des projets, de structuration des projets. On a besoin de développer des incubateurs, de développer des agrégateurs. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre les pieds dans le plat et de casser les marmites, comme on dit chez nos pays. Donc la dernière fois, j'ai reçu la visite d'une personne qui m'a présenté un projet qui a priori s'appelle Janta Tech Hub et qui va accompagner des start-upers et des porteurs de projets. Ce type de choses sont fondamentales si on veut pouvoir faire avancer l'entrepreneuriat au Togo. Mettons en parenthèse la partie purement applicative. Donc il manque ces structures-là d'accompagnement et d'incubation. Donc ça c'était sur le sujet de Noël. Sur le point des entreprises, effectivement je suis d'accord avec Israël sur le point où les utilisateurs sont différents, peuvent être différents des payeurs. Et effectivement, aujourd'hui on est en train de travailler sur une solution, pour faire simple, bancaire, avec un réseau social extrêmement répandu, de façon à ce que ce soit gratuit pour l'utilisateur. Mais derrière, pour nous, ce seront les institutions à qui on va vendre cette application-là. Même si on utilise un canal qui est gratuit, derrière, ce sera payant pour les banques, pour tout un tas d'autres acteurs qui vont utiliser cette application pour le compte de leurs clients. Donc le modèle économique, oui, c'est peut-être un modèle B2B2C. Mais tout ça, encore une fois, on revient sur cette partie-là, accompagnement, où en tant que développeur sorti d'une école d'informatique ici, on n'est pas forcément outillé pour ça. Donc il y a ce sujet-là à traiter à la base. Donc s'il y a des startups EdTech qui veulent se monter
sur l'accompagnement et la structuration du projet, il y a un marché énorme à prendre. D'ailleurs, c'est ce qui se fait aujourd'hui en Europe. Les incubateurs, etc. Pour entrer dans un incubateur, vous sortez 800 € par mois. Ce qui veut dire qu'il faut avoir les moyens d'entreprendre. C'était mon autre point. C'est pas on se lève, on sait, pardon, on fait un plissé 2-3 lignes de code et c'est bon, on va pouvoir devenir Crésus. Bah, non, tout à l'heure, effectivement, pardon, j'ai pas retenu le prénom, Michael, a dit bah, j'avais des économies pour démarrer. Bah oui, bah, oui, peut-être vous êtes à la maison, vous êtes au chômage et vous vous dites je vais me lancer là-dedans. Il faut avoir les moyens d'entreprendre. On ne se lève pas et on dit on est entrepreneur et donc je veux gagner des millions. Donc peut-être que ça nécessite de travailler un certain temps, peut-être de faire un travail qui n'est pas celui qu'on voulait. Moi j'ai fait un travail de vendeur et de monteur de pneus pour pouvoir mettre de côté et me dire ok, bon maintenant je vais me lancer dans l'entrepreneuriat qui n'a rien à voir avec les solutions que nous développons aujourd'hui. Donc il faut avoir les moyens d'entreprendre. Et enfin, je suis également fondamentalement d'accord avec Seti, je terminerai par là. Bah, pourquoi pas lancer une plateforme type AdSense, mais locale, qui va répondre aux besoins spécifiques, effectivement, de Blisco, aux besoins spécifiques de Togocel ou de Move, aux besoins spécifiques d'Onomo, j'en sais rien. Une agence de publicité qui pourrait s'allier avec une équipe de développeurs pour mettre en place cette plateforme de monétisation. Donc appel à projet à ceux qui veulent le faire. Moi, je suis un peu sous l'eau, mais voilà, c'est un sujet que je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère et je pense que c'est très pertinent parce que ça n'existe pas en local. Ça existe, donc je ne connais pas et je suis d'accord du coup avec le monsieur là-bas, il va falloir qu'il fasse de la pub. Non mais je sais que Go Africa Online, bon, c'est sûr. Mais ça marche pas sur mobile, donc ça marche pas. Donc, Faut aller vers le. oui. Je crois que aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois que en fait, on a l'habitude de le dire souvent, nous Togolais, on a un grand problème. La culture, l'esprit ouvert, on n'a pas l'esprit ouvert, on n'a pas la culture. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entraide. C'est j'attends pour soi, etc. Ça, ce problème-là, on le dit souvent, mais c'est toujours pas réglé. Donc il y a ça. Après, je dirais pour les entreprises, pour les entreprises, il y a des confidentialités qui ont été signées. Donc on travaille généralement un peu avec les entreprises. Je sais que nos sociétés aussi doivent faire. Donc on ne le dit pas trop, mais c'est fait en fonction. Mais il y a certains aussi qui ne veulent pas. Ils préfèrent aller prendre des entreprises étrangères pour développer, parce qu'ils se disent qu'à l'étranger c'est toujours meilleur. Donc, j'espère qu'il n'y a pas un agent dire dans la salle. La concurrence, en fait, c'est une, je veux dire, quand vous prenez Pass Africa, vous voyez sur la plateforme, vous allez voir qu'il y a au moins plus de 100 téléchargements. Alors qu'en base de données, j'ai au moins 8000 et quelques numéros. Comment ça se fait? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut adapter en fait l'application au contexte dans lequel on est. C'est-à-dire qu'ici, on est au Togo. Moi j'ai commencé, j'ai téléchargé, mais c'est lourd, mais c'est ceci, mais j'ai pas de méga. Donc il faut l'adapter au fur et à mesure à la situation togolaise. Et quand vous l'adaptez, forcément ça va être rentable. Quand vous l'adaptez au contexte dans lequel vous êtes, ça va être forcément rentable. Parce que Pass Africa, justement, comment j'ai fait pour avoir 9000 effets numéros? Parce qu'en fait j'ai dû l'adapter au contexte local. Et c'est vrai que j'ai utilisé 3 ou 4 événements, mais je l'ai adapté. J'ai finalement trouvé la rentabilité juste un petit peu, mais je l'ai quand même fait. Donc en fait, il y a ce problème aussi. Il faut créer, c'est bon, mais il faut aussi l'adapter. Parce qu'on peut créer des applications, même type, même que les Occidents, mais ce n'est pas l'Occident. Ça ne prend pas forcément de la même manière. Donc il faudrait l'adapter au contexte dans lequel nous sommes. Si j'ai une application qui se fait en France par rapport à l'hôpital, je vais faire la même, mais ce n'est pas les mêmes situations ici au Togo. Donc il faudrait l'adapter. C'est-à-dire qu'il faut penser à celui aussi qui n'a pas Android. Il faut penser à celui, certainement, qui se dit qu'il n'a pas des forfaits régulièrement pour prendre. Donc voilà ce que je voulais dire. Il faut adapter en fait les applications. Pour que ça soit rentable, justement, il faut l'adapter au contexte du pays dans lequel nous sommes. Merci. Oui, moi j'ai des questions. Encore pour 20 minutes. Ok. J'ai des questions en fait. Ce sont mes questions moi. J'ai fait une compilation de questions que je vais poser. Les questions vont principalement à M. Emeka Adjene.
pourquoi prendre gros M au lieu d'un M qui est déjà sur place? Ça, c'est la première question. C'est quoi la valeur ajoutée du gros M? Ensuite, quel est votre modèle économique? Donc, je pense que vous en avez brièvement parlé, mais si vous pouvez mieux expliciter. Ensuite, vous avez eu des expériences d'e-commerce avant GoZem. Est-ce que vous étiez salarié ou entrepreneur sur le projet? Et où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour monter GoZem? La question était qui sont vos investisseurs? Et en plus, pourquoi un Nigérian quitte Lagos pour venir? Bon, c'est vrai que l'Afrique n'est pas nationale, tout ça, mais pourquoi un Nigérian sommairement quitte Lagos pour venir investir au Togo? Ça, c'est des questions qui sont tombées à mon niveau et que je me permets de répondre. Et moi, après, derrière, j'ai une question personnelle. C'est qu'en fait, depuis que j'écoute tout ce qu'ils ont parlé, c'est que je n'ai entendu personne parler de l'Afrique, enfin, d'un marché africain. C'est-à-dire que c'était toujours, d'abord on commence par le Togo, après peut-être on attaque le Bénin, après. Alors qu'en fait, foncièrement, on a les mêmes réalités. Donc normalement, si on fusionne les marchés, c'est un marché plus important. Et donc normalement, plus d'utilisateurs, donc plus d'argent. Pourquoi est-ce que vous raisonnez donc en enseignement, en segmentation? Est-ce qu'il y a des contraintes dans juridiques, culturelles, je sais pas, financiers, etc. Je fais beaucoup de questions, excusez-moi. Je me suis fait le porte-parole de... Merci. Une interview pour vous? Oui, c'est bon. Mais désolé, comme j'ai dit, j'apprends le français. Donc, pour répondre à toutes les questions, on doit répéter un peu. Pourquoi prendre GoZem? Oui, d'accord. Oui, donc ça c'est une bonne question actuellement parce que comme vous savez, c'est peut-être si j'ai quitté ici, peut-être d'ici 30 secondes, d'ici une minute, je peux prendre une émission ordinaire. Donc c'est vraiment une bonne question pour tous nous dans notre société. Donc pour nous, la première raison c'est la sécurité. Comme vous savez peut-être, c'est pas vraiment sécurisé, les conducteurs maintenant. On ne sait pas jamais qui est le conducteur, ou quoi est le moteur. Il n'a pas bien sûr le permis, il n'est pas assuré, mais avec GoZem, tout ça c'est réglé. Chaque conducteur est formé, chaque conducteur est vérifié. On a l'identification, le document d'identification du conducteur. Chaque course, chaque moto GoZem est assuré. Et le conducteur, il fournit, il a un casque pour les passagers à porter avec les filets de protection pour les chevaux. Donc, la première question, la première réponse, c'est la sécurité. Après ça, l'autre chose, c'est la simplicité, à mon avis, au moins. Maintenant, on doit aller chercher pour les conducteurs. Mais pourquoi? Avec GoZem, c'est pas comme ça. Les conducteurs, c'est les personnes qui vous allez chercher. Donc, on peut rester ici, faire les commandes, et le conducteur peut aller à l'extérieur. Et quand il est là, il peut taper un bouton sur l'application et on peut dire, le conducteur est là. Donc, ce n'est pas nécessaire, spécialement si on habite loin des grandes routes. Ça, c'est un peu de la valeur aussi. Et aussi, c'est juste avec le temps, c'est pas encore, c'est juste le début, mais avec le temps, il va être la fiabilité. Parce que maintenant, c'est seulement les émissions. Mais si on peut imaginer une future avec les options, peut-être maintenant, si j'ai comment on dit, voyagement, un traversement loin, pas loin, mais proche, je peux choisir les émissions. Mais si c'est loin, je peux dans la même application choisir les taxis. Et peut-être la prochaine jour, je peux choisir les bagages pour si je dois faire autre chose. Donc ça c'est la future. Mais c'est seulement les débuts pour nous ici. Donc pour les émigrants, c'est la sécurité et aussi, à mon avis, la simplicité. C'est pas nécessaire, c'est chaud à l'homme comme vous savez. Donc c'est pas nécessaire pour aller chercher pour les conducteurs. Business model.
Oui, le business model, c'est pour nous, peut-être, c'est un peu ça. C'est toujours, on ajuste, comme vous avez dit, régler, on ajuste pour les marchés ici. Oui, mais effectivement, c'est pas comme mon collègue a dit, il y a, à mon avis, deux façons pour gagner avec une application. C'est la publicité, on n'est pas une application pour la publicité, donc on fait les transactions. Donc pour chaque course, le passager paye un montant qui est réglé par kilomètre, qui est fixé par kilomètre. Ils ont partagé ce montant entre les conducteurs et la société. Les conducteurs gagnent la plupart de l'argent. Ils vont prendre une petite commission pour chaque course. On utilise cette commission pour faire la publicité. Comme on a dit, j'espère que vous avez téléchargé l'application, comme vous avez vu la publicité. Mais pour faire la publicité, pour faire l'opération, pour faire le support client, c'est comme ça. Donc, avec notre application, c'est gratuit pour les conducteurs. Donc, la seule façon de gagner l'argent, c'est si les conducteurs gagnent l'argent aussi. C'est un vrai partenariat. Dans les autres entreprises de e-commerce où vous étiez, est-ce que vous étiez salarié ou entrepreneur? Oui, non, j'étais salarié actuellement. C'était mon. Donc, je suis né en Nigeria, mais j'ai passé beaucoup de temps par les États-Unis. Mais j'ai, comme on dirait bien, à Lagos, peut-être 2014. Et c'était la première société j'ai travaillé avec, ou j'ai travaillé pour. Il s'appelle Konga.com. Oui, donc je suis salarié, mais à mon avis, même si on est salarié, on peut voir les trucs entrepreneuriaux. Donc, par exemple, c'était moi qui a géré l'équipe des support clients là. Et pour moi, c'était actuellement vraiment intéressant. À la fois, quand j'étais là, la société est, comme on dit, en train de changer pour le e-commerce direct, le e-commerce troisième partie. C'est-à-dire, on a ouvert les plateformes pour avoir d'autres vendeurs. Ce n'est pas seulement la société, mais les autres vendeurs, les trois parties. Donc, c'est un peu similaire pour Gozen maintenant parce qu'on travaille avec les autres vendeurs. Les conducteurs, effectivement, c'est un autre vendeur. Donc, on peut dire que j'ai développé un peu de l'expérience, un peu de l'expérimenter, c'est ça, avec ça. Comment on peut attract, comment on peut prendre les independent freelancers. Oui, mais c'était salarial. La dernière question qui vous concernait directement, c'est qui sont vos investisseurs, où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour investir dans Gozen. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que nous donnons le cours de français à l'Institut français du pays. Vous n'êtes pas bon en français? Non, il peut être encore meilleur. Ça vient. Donc, après, je peux vous... Oui, c'est approprié, cette information ici. Parce que mon français, c'est pas bon du tout, mais je sais. Mais c'est une bonne question à propos des investisseurs. Je pense les choses, je pense que mon collègue a demandé la question ici, pourquoi trop ambitieux. Je pense que quelqu'un a dit ça. Je pense que c'est cette direction. Et mon avis, c'est pas le danger, c'est pas trop ambitieux, c'est pas ambitieux assez. Si on peut comprendre ça. Parce que maintenant, c'est un grand monde. On est ici à Afrique, à Togo, à Lomé, donc on pense seulement de Lomé, peut-être. Mais je peux dire, je peux parler de mon ami à Lagos. La plupart juste prendre, je suis à Lagos, je pense de Lagos. Mais c'est un grand monde. On peut voir, on peut lire les trucs, l'accident, mais à mon avis, c'est plus les trucs plus relevants, c'est les news, les choses, le East, c'est-à-dire Asia, spécialement le Southeast Asia, l'Asia Sud-Est. C'est plus relevant pour nous. Et par exemple, il y a une société là, il s'appelle Gojek. Là, le nom pour les mototaxis, c'est Ojek. Ici, le nom pour le mototaxi, c'est Gozen. Donc peut-être on peut voir l'inspiration pour notre société. C'est pas, on dit Uber parce que c'est plus facile à comprendre, spécialement pour les Européens, pour les gens de l'Occident, mais la vraie inspiration, c'est pas Uber.
c'est Gojek. Parce que l'appli, c'est plus localisé. Les idées on a, c'est pas comme Uber de tout. C'est plus comme ça parce que les gens ici, en Bénin, en Cameroun, notre autre marché ciblé, c'est plus social. Donc, l'app va être plus social aussi. On va lancer d'autres features, mais c'est juste le début. Donc, mais notre vision, c'est juste le background. Donc, c'est pas encore notre cible, c'est tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une vraie cible. Je peux dire plus, mais c'est vraiment ambitieux. Donc, après, j'ai travaillé avec les sociétés de e-commerce à Nigeria. J'ai travaillé avec Uber en Nigeria. Donc, j'étais là pour des temps. On a lancé Abuja comme city. Donc, on a pensé de l'expansion. Et moi, j'ai remarqué que c'était rien comme la première question. Je pense c'était vide ici. C'était rien, mais avec le temps, bien sûr, comme quelqu'un a dit aussi, toutes les choses grandissent. Peut-être vous avez dit c'est 11% maintenant. Mais avec le temps, toutes les choses vont grandir. Peut-être on est un peu tôt aujourd'hui, mais peut-être il y a d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas encore 11. Peut-être il double vraiment vite. On ne pense pas parce qu'on vit ici. Mais pour les gens qui regardent le truc, il grandit très vite. Donc, je sais, on est un peu tôt, mais pour nous, c'est bon à être tôt. Parce qu'on peut créer la fidélisation avec les clients, avec les conducteurs. Si on crée cette fidélisation, il va être difficile, même si Uber vient ici, même si les autres sociétés viennent ici. On est les premiers. Parfois, pas toujours, mais parfois pour être les premiers, il crée une bonne opportunité. Donc, les investisseurs sont d'accord, l'investisseur est d'accord avec notre histoire. C'est pas seulement moi, comme j'ai dit, j'ai mentionné Gojek parce que un bon montant, un bon nombre, un bon chiffre de notre investisseurs venus de l'Est, c'est pas les investisseurs de l'Ouest, c'est les gens qui savaient, qui connaissent Gojek, qui connaissent Grab, qui connaissent les sociétés comme ça. Donc on racontait une histoire comme ça, c'est salient, on dit en anglais. Il y a la question de fusionner les marchés, mais je pense que c'est pour... On a encore 5 minutes. Est-ce que vous voulez partir de celui-là? On a prévu. Moi, je viens quand il y a Question? Alors, j'ai vraiment apprécié votre intervention. Et moi, depuis le départ, dès que j'ai remarqué le service Gojek, parce que je suis le service depuis le début, parce que c'est très intéressant. Il y a cette question-là qui m'est venue et que je suis permis de vous poser, c'est supposons que je sois un voleur de moto. Genre, j'ai un réseau de voleurs de moto, on sort les soirs à 22h et on guette les émules solitaires, les gars qui on leur pique leur moto. Est-ce que pour moi, mon réseau, votre appli, ce n'est pas juste le genre pépère chez nous, on commande. Est-ce que cet aspect sécurité pour les conducteurs, est-ce qu'il a été pris en compte? Est-ce qu'il y a pas un risque que certains de vos utilisateurs soient des réseaux de voleurs de moto qui commandent tranquillement, qui attendent que ça arrive, qui se font livrer chez eux la moto? Ils se font livrer. Je suis d'accord avec toi. Oui, je vais répondre très vite. Donc, c'est sans Gojek la même risque.
pour le conducteur qui n'est pas posé, le risque existe. Donc c'est intéressant. On va créer un écosystème de valeur pour les conducteurs et peut-être on a déjà pensé de les choses comme ça, peut-être autre chose aussi, mais la risque va exister toujours si on a les voleurs, la risque va exister. Mais pour nous, les choses peut-être je peux dire, c'est pas les conducteurs, on n'embauche pas les conducteurs. Les conducteurs c'est indépendant. Ils travaillent avec nous, c'est un partenariat. Donc c'est sa moto, il a les risques comme ça. Notre travail est pour trouver plus de clients pour lui envoyer plus de clients. Ça c'est notre travail. Je pense que peut-être comme la question est soulevée, que vous n'aurez peut-être pas travaillé dessus avant, c'était l'occasion pour eux aussi de travailler sur des pistes de secours, justement, peut-être une alerte. Oui, bien sûr. Comme je dis, c'est un poteau, mais on pense tout un vrai écosystème. Ça, les choses pour les motos, les choses pour l'assurance, les choses pour les essences, les choses pour aussi les mécaniciens. C'est un vrai écosystème pour aider les conducteurs. Les risques, c'est déjà là. Si j'ai demandé un conducteur, c'est quelle est la priorité? Ce n'est pas le risque de ça, c'est on peut diminuer le coût d'essence, on peut diminuer le airtime, donc on a les priorités aussi. Mais je suis d'accord. Bonjour, moi Géraldine Guillewa. Donc c'est vrai que je ne suis pas de l'écosystème et j'ai voulu connaître cet écosystème numérique en réalité parce que, comme l'a dit certains, on ne vous connaît pas suffisamment. Et je voudrais juste dire que j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. Et effectivement, c'est grâce à ce café littéraire que j'ai connu certains. Gozem, je l'ai entendu de bouche à oreille, même si je n'utilisais pas jusqu'à maintenant des émidiants, mais peut-être qu'avec tout ça, je vais les utiliser lorsque ma voiture sera en panne. Et peut-être pas la nuit, parce que ça c'est sûr que la nuit, on ne prend pas tous des émidiants. Je voudrais juste dire que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on a toujours l'attitude d'avoir des freins en réalité, au lieu d'avoir des avancées. Et c'est ça qui pose problème. Et après, quand quelqu'un a une bonne idée, tout le monde se met dans cette même idée. C'est ça aussi le deuxième problème togolais. Après, c'est vrai qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Ça, c'est aussi un autre problème togolais. Mais je voudrais vraiment dire qu'il faut vraiment vous connaître. Parce que moi, je fais partie d'une entreprise. Des fois, vous allez plutôt vers les directeurs informatiques, mais nous, utilisateurs, on ne vous connaît pas. Et en plus, bon, nous, utilisateurs peut-être d'une certaine génération, mais qui avons un pouvoir d'achat, on a peur de payer sur Internet. Donc il faut dire la vérité. Donc il faut aussi éduquer, s'assurer que votre système est de bonne sécurité, pour qu'on n'aille pas à me voler mon argent quelque part, parce que c'est en réalité dans les pays africains, c'est ça qu'on a peur. On est habitué à communiquer, on a utilisé Internet pour communiquer, mais pas pour payer. Donc il faut pouvoir changer les mentalités. Et c'est vrai que, bon, moi, ça se fait par mes enfants qui sont dans la technologie, mais ce n'est pas tout le monde qui parle à leurs enfants ici au Togo pour pouvoir savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Donc il faudrait aussi créer à ce que les utilisateurs puissent s'inspirer. Moi, souvent, je discute avec mes collègues de travail, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté au Togo. Donc il faudrait vraiment travailler dessus, ils ne connaissent pas. Voilà ma remarque que je voulais faire. Plus d'événements comme celui-là. Merci. Merci. Comme je répondais à West City, on va y revenir à la fin sur l'aspect communication autour de ces innovations, de ces initiatives. Alors, il y avait une question qui était... Alors, c'est à tout le monde, c'est ça? Oui, c'était la question du marché. Pourquoi en Afrique on a toujours cette... on pense toujours le très local, ça c'est plus que le local. On ne pense pas à la sous-régionale ou comme un Emeka qui quitte le Nigeria pour venir investir au Togo, en plus surtout au Cameroun, au Bénin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous freine? Je crois que dès le début, j'ai abordé un peu le sujet en
parlant du M-Pesa par exemple, qui s'utilise au Kenya, en Tanzanie, même en Inde, en Afghanistan, en Roumanie, etc. C'est une solution de paiement mobile qui est très développée. Du coup, si vous avez une solution qui doit être déployée en Afrique de l'Est par exemple, c'est plus conseillé d'intégrer M-Pesa, puisque c'est même supporté sur Google Play Store. Donc, moi de mon côté, je ne me limite pas au marché togolais. Si je prends l'exemple depuis 2015, je suis beaucoup plus présent sur le marché congolais par exemple. J'étais consultant formateur dans un incubateur Yekola à Brazzaville, où je donnais des formations de 2015 jusqu'en 2017. J'étais beaucoup plus axé sur le marché congolais. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, j'ai beaucoup travaillé avec les gens de là-bas aussi. Et c'est aussi par rapport aux limitations que j'ai connues ici à Lomé. Quand tu proposes des formations par exemple aux gens qui n'ont pas forcément les moyens pour se payer la formation en question, tu es obligé de gérer un peu avec tout ça. Donc moi personnellement, je travaille sur le marché togolais si seulement on a besoin de moi. Moi je suis comme ça, je développe pas, je ne suis pas développeur de buzz. Non. Je ne crée pas un produit parce que je veux qu'on crée sur les médias que ouais, je suis développeur, j'ai créé tel produit, non. Moi je cherche l'argent. Je suis bon, je sais que je suis bon, je n'ai pas besoin de faire le buzz. Moi je suis bon, et je le sais, je n'ai pas besoin de créer le buzz. Donc s'il y a l'argent, je peux développer une solution pour les Togolais, rentabiliser dessus, avoir de l'argent, pourquoi pas? Je suis prêt à le faire. Si le marché togolais ne le permet pas, je suis fréquemment à Abidjan. Je fais des trucs avec des potes là-bas aussi. Bon, pourquoi pas, je peux déployer la solution à Abidjan s'il le faut. Donc moi, je suis beaucoup plus ouvert sur le marché externe que le marché interne. Pour moi, je pense que les choses, peut-être c'est pas votre question, peut-être c'est un peu votre question. Pourquoi l'Afrique? C'est les choses que j'ai entendues. Je pense qu'il y a une vraie opportunité maintenant. On parle de l'Occident dans les pays développés. Donc il y a les grandes opportunités pour aider, développer les pays qui ne sont pas encore développés. C'est-à-dire ce n'est pas les grandes sociétés comme ça. Pour nous, les choses, je veux dire, comme notre grand frère a dit ici, les choses, il a vu la plupart des sociétés, c'est la stratégie. Mais je pense qu'il a parlé de la stratégie, de la marketing et la communication aussi, et aussi les modèles économiques. Mais il y a une autre, la grande stratégie, c'est important aussi, c'est-à-dire où je veux commencer et quelle est mon cible. Pour notre stratégie, pour notre société, spécifiquement les transports. Si on dit je veux commencer cette idée en Afrique, c'est où on peut voir les continents. Si on va à la sud, à Kenya, à Sud-Afrique, il y a les grandes sociétés là déjà. On a Uber là, on a Taxify là. Si on va au nord, on voit Karim, c'est vraiment grand. Cairo aussi, Hitch est là aussi au nord Mina. Mais si on voit ici les francophones spécifiquement, c'est rien, c'est pas les grandes sociétés. On a les petites à Abidjan, TaxiJet, on a les autres petites sociétés. Mais donc pour nous, l'opportunité c'est grand là. Donc ça c'est une peu de la grande stratégie si on pense comme ça, parce que d'ici les premiers jours, depuis les premiers jours, on a pensé de seulement un marché, mais une grande partie, une grande région de l'Afrique. Donc ça c'est, je suis d'accord avec les stratégies de marketing, les stratégies de communication, c'est nécessaire, mais aussi le modèle économique, mais c'est important. Et mon avis aussi, c'est pour penser une grande stratégie, c'est-à-dire où je veux, quel marché je veux jouer, si ça fait sens. Je pense que mes confrères ont tout dit en fait. Mais c'est vrai qu'on est tous portés vers l'extérieur aussi. On commence par le plus dur. Moi j'ai commencé par le Togo, c'était dur. Parce que le marché togolais est vraiment dur. Franchement, le marché togolais, même au Bénin à côté, c'est pas ça. C'est mieux que le Togo.
Mais comme je disais, pour développer, c'est pas juste développer. Il faut avoir des bases solides. Il faut avoir des bases solides pour pouvoir s'étendre plus facilement et mieux. Parce que du coup, ça vous permet d'avoir de l'avance. Parce qu'au Togo aussi, j'ai remarqué, quand tu sors un produit, et dès que la personne voit que ça marche, tout le monde veut faire la même chose. C'est pas grave. La concurrence, c'est une bonne chose. Là où je dis, c'est quand il commence, toi tu es déjà 2 fois plus loin, parce que c'est toi qui as amené le produit. Donc du coup, il ne faut pas avoir peur déjà de commencer. Donc on commence au Togo. C'est pour, en fait, un but, c'est commencer chez soi et après l'étendre au fur et à mesure. Mais c'est sûr qu'on a tous envie que nos applications ou nos solutions soient étendues. C'est la meilleure solution pour étendre, parce que nous tous on aime l'argent. C'est qui aime beaucoup l'argent, mais je crois qu'on aime tous l'argent. Donc voilà. Donc, en fait, on a en tête justement de le développer. Moi j'ai pris Gozem, c'est vrai que j'étais étonné. J'étais dans un coin vraiment reculé. Bon, j'ai dû attendre longtemps parce que j'étais vers Agoué, je sais pas, les Bassito là, et le gars, j'ai commandé, il était vers Zanguera. Mais il a fini par arriver. J'ai trouvé ça bien. D'abord l'hygiène, après la sécurité. Après la sécurité. C'est vrai que c'est différent. Je pouvais sortir et prendre un zèle, mais c'est vrai que faut attendre. C'est-à-dire que quand tu commences, tu attends un peu, et après tu commandes et ça vient. Après tu prends. C'est que comme ça qu'on peut aussi faire avancer le Togo. Parce que si tout le monde on se dit c'est pas possible, ça va être difficile, c'est pas, le Togo n'est pas encore ça, on n'est pas encore nombreux, on ne peut jamais. Et la rentabilité, on peut avoir 10 000 utilisateurs togolais, mais si 200 sont réguliers, votre application va être rentable. Bon, on peut avoir, je sais pas, 1000, mais si les 200 sont réguliers, régulièrement, enfin, sont un jour, votre application va être rentable. Donc, on a toutes ces solutions-là d'être étendues vers l'extérieur, mais on commence déjà par le budget. Enfin, je ne sais pas si c'est... On ne cherche pas la facilité, mais on y a, petit à petit, on va y arriver, c'est sûr. Ok, merci. Merci. Le sujet est passionnant. Le sujet est passionnant. Je vois encore des mains qui se lèvent. J'aimerais bien. Il faut qu'il y en ait un temps d'échange. Sinon, on va tous rentrer demain. Donc, c'est vrai que le sujet est super intéressant. Et j'avoue qu'on ne s'attendait pas à autant d'interaction, d'autant plus que le café, on l'a arrêté, ça fait déjà un bon bout de temps. Donc, on est super content de vous avoir ces nombreux. Pourquoi le sujet c'est plus. Non, en fait, on avait commencé bien, mais c'est plus une question d'organisation au sein de l'équipe, organisation sur laquelle nous travaillons, et les cafés seront beaucoup plus récurrents. Si vous nous promettez d'être là, bien sûr. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y a 2 questions, ou même 3, qui soulevaient la question, qui soulevaient le problème en fait de la communication autour des innovations, de l'information autour de ces innovations. C'est vrai que les startups, nous on a lancé, je parlais justement de Tech 200 récemment. Pour ceux qui connaissent le média, je vois plein de visages qui devraient connaître. C'était pas la plateforme qu'on avait il y a 3 ans, même 2 ans. Nous avons lancé cette nouvelle plateforme il y a 2 semaines. C'est vrai qu'il y a plus beaucoup de contenu comme le contenu mis à jour sur les anciens contenus. Comme je le disais, il y a un travail de restructuration qui se fait. L'idée,